Bonsoir et merci d'être si nombreux ce soir. Alors, je me présente, donc je suis Rosemary, je suis enseignante de français. Alors, je viens en tant que témoin de certaines choses, mais pas du tout, je fais pas de la recherche, je ne suis pas du tout, voilà, je n'ai pas les chiffres en tête, voilà. C'est vraiment, je viens témoigner. Alors, je pense que pour que mon témoignage ait du sens, il faut quand même remonter à mes débuts en Palestine, parce que rien n'a commencé le 7 octobre, c'est ça qu'il faut vraiment garder en tête. Mon premier contact avec la Palestine, c'était à l'université de Birzeit où j'ai commencé à travailler. J'avais un contrat de travail là-bas et donc j'ai commencé en 2013. Et donc en 2013, donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir de 2013 jusqu'à maintenant où on est rentré là en février, on est revenu en France. Bon, il y a eu des allers-retours en France, etc. Mais voilà, donc je vais commencer de 2013 et vous allez comprendre assez vite pourquoi on remonte aussi loin parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui résonne énormément sur ce qui se passe depuis déjà des décennies. Et donc en 2013, j'ai commencé. Et ma première année universitaire, en fait, il y a eu une fois où je suis arrivée au travail et une de mes étudiantes avait été arrêtée par les forces d'occupation, voilà, avec ses portraits placardés dans toute l'université. La gamine, elle avait, je sais pas, 19 ans. Voilà, on n'avait pas de nouvelles d'elle. Et c'était en 2013. Il y a eu le premier martyr aussi, un étudiant qui, après les cours, allait garder ses moutons. Il habitait pas très loin de Ramallah, un peu dans la campagne. Et donc, son corps avait été amené à l'université. Il y avait eu toute une procession avec tout le personnel et tous les étudiants. Et ça, c'était en 2013 aussi. 2015, donc j'ai retrouvé Birzeit. Et à ce moment-là, on habitait à Jérusalem. Et comme beaucoup, des milliers de Palestiniens, en fait, parce que mon mari est palestinien, on a vécu à Jérusalem tout en travaillant en Cisjordanie. Et donc, il fallait faire les checkpoints tous les jours. Le record battu, c'était Birzeit, Jérusalem, 4h45 pour faire 18 bornes. 4h45, voilà, pour se faire arrêter, pour m'entendre dire que non, vous n'avez pas le droit de passer, et négocier. Et ils avaient fini par me laisser rentrer chez moi. Et ça, c'est pas une fois, c'est en fait les Palestiniens vivent ça de façon permanente et ça touche nos étudiants directement, tous les gens qui vont travailler dans les écoles, ça arrive souvent que les étudiants, il manque un tel, bah ouais, il a pas pu passer parce qu'il y a eu un checkpoint, parce qu'il y a eu ceci, parce que l'accès est difficile, c'est pas une évidence en fait. Et donc ça, c'était donc j'ai travaillé à Birzeit et pendant ce temps-là, il y avait régulièrement des arrestations d'étudiants, des arrestations aussi du personnel. Il y a eu aussi des incursions de l'armée, hein, qui se gênent pas pour venir, dans l'université en fait. Et et ça pose de vraies questions en fait parce que c'est toujours le système universitaire et le système éducatif et vraiment pose de gros problèmes à Israël, à l'État israélien. Ensuite, j'ai travaillé à Jérusalem avec le consulat et toujours dans un cadre, enfin une mission éducative. Et donc j'ai travaillé avec le consulat. Et puis un jour, il y avait une enseignante de français que je connaissais bien, avec qui j'avais l'habitude de travailler, et c'était le mariage de son frère ce jour-là. Et quelques heures avant le mariage de son frère, elle habitait à côté du checkpoint de Ezarié, et son frère se fait abattre par l'armée israélienne quelques heures avant son mariage. Et l'armée n'a pas rendu le corps. Ça, c'est une pratique aussi assez courante, c'est que l'armée ne rend pas le corps, la famille ne peut pas faire son deuil. Et c'était le frère d'une ancienne de français qu'on connaissait bien, qui était parti en stage linguistique régulièrement avec le consulat. Enfin, c'était quelqu'un qu'on connaissait bien. Donc Atari, donc cette prof est décédée 2 ans plus tard, voilà, d'un cancer parce elle en a été malade de la mort de son frère. Et ça, c'est une histoire parmi je sais pas combien d'histoires. En fait, c'est vraiment des conséquences horribles et affreuses. Pour les familles, les amis, etc. Et ensuite, on est rentré en France, Covid, etc. On est rentré en France. Et là, en 2023, on décide de retourner en Palestine pour raisons X, Y, professionnelles, etc. Et je retrouve Birzeit, l'université de Birzeit m'a bien aimée. Et donc on reprend l'université.
Et le 23 septembre, il y a eu une première incursion de l'armée israélienne, donc qui a quand même détruit pas mal de choses dans le local du conseil des étudiants. Le conseil étudiant à Birzeit, il est assez présent et assez, on va dire, puissant. On l'écoute, quoi. Ils ont les étudiants ont la parole. C'est un espace assez libre et d'échange. Et donc, les soldats sont arrivés et ils ont embarqué huit étudiants, dont le président du conseil des étudiants. Et ça, je vous dis, c'était le 23 septembre. Je me rappelle parce que c'était le jour de la rentrée. Et donc après, on a fait la rentrée comme ça. Après, on a fait un rassemblement. C'était le samedi. Le lundi, on a fait un rassemblement pour eux. Entre-temps, il y a eu aussi un martyr près de Ramallah. Donc les écoles ont fermé, tout a fermé, et parce qu'un jeune avait été assassiné par l'armée d'occupation. C'était un jeune qui avait même pas 20 ans, je crois. Tout ça, c'était avant le 7 octobre. Mais après, avant le 7 octobre, on a des milliers d'exemples. Et puis le 7 octobre est arrivé, et je me rappelle très bien parce qu'on travaillait, c'était un samedi à l'université de Birzeit, on est en pause le vendredi et le dimanche. Et donc je partais avec ma collègue en voiture et on part le matin et elle me dit, t'as entendu les infos? Apparemment à Gaza, il y en a qui ont réussi à se libérer. J'étais, ah ouais, truc de fou, ah ouais, c'est fou. On avait très très peu d'infos, mais voilà. Et on arrive à l'université et on sentait que c'était un peu électrique. Les étudiants étaient, oui, vous avez vu, madame, ce qui se passe? Non, j'ai pas vu, etc. On commence le cours et puis là, on se fait évacuer d'urgence parce que là, en fait, on comprend que c'est pas juste un Gazaoui qui a réussi à se libérer, c'est que c'était autre chose. On a essayé de capter des images avec des collègues et de sécurité de l'université nous disaient là, il faut sortir, il faut sortir. Ils sont en train de fermer les routes. Et donc très très vite, dès le matin, en fait, dès le 7 octobre, le matin, la Cisjordanie, Jérusalem, on était tous coupés chacun chez soi. Les routes étaient fermées et on pouvait plus circuler en fait de ville en ville. Et Jérusalem a été isolée, la Cisjordanie, les villes, voilà, on pouvait plus circuler. Et après, s'est posé la question de mais qu'est-ce qui se passe? Alors on n'avait pas peu d'infos, mais il y a eu, on était à Ramallah le matin, du coup on rentrait de l'université et il y avait une espèce de joie de dire je crois que les Gazaouis se libèrent. C'était vraiment ça. Mais on n'avait pas du tout d'image, on avait très peu d'infos. Il y avait des coups de klaxon, on distribuait des Quality Street dans la rue. Enfin, il y avait une espèce d'euphorie de la Gaza se libère. C'était vraiment ça. Et il était 10 heures du matin le samedi. Et puis après, après, on a eu quelques infos et à l'université, on nous a dit, bon, on va passer en ligne lundi parce que je crois qu'on n'aura pas, les routes seront toujours fermées. Et on est passé en ligne le lundi, le mardi, le mercredi. Et là, ça a été la dégringolade. Ça a été on a tous été complètement tétanisés par ce qui se passait, par l'ampleur en fait du retour de bâton. Enfin, ça a été extrêmement violent. Et le 7 octobre, ça a été pour nous en fait un espèce de truc où personne s'y attendait. Enfin, même si on se disait un jour ça va péter, ça va péter. Depuis que je suis en Palestine, j'entends tout le temps ça va exploser. Là, ça chauffe. Ah là, et on peut pas, on s'attendait pas en fait à ce que l'armée d'occupation réplique aussi violemment. Même si on le sait qu'ils peuvent être extrêmement violents, mais on pouvait pas imaginer ça. Et donc du coup, on a tous été chez nous. Enfin, on a tous souffert du Covid. Enfin là, imaginez, vous êtes chez vous tout seul à regarder les news, quoi. Et ça a été vraiment un grand traumatisme parce qu'on savait pas jusqu'où on allait aller en fait. Et on voyait au jour le jour les collègues, on s'envoyait des messages, on était là, vous avez des nouvelles? Non, aucune nouvelle. Beaucoup de collègues aussi ont de la famille à Gaza. Et c'était aussi l'angoisse de se dire, est-ce que ça va? Ouais, ça va, point de suspension. Et donc les écoles publiques sont restées en ligne. À l'université, on est resté en ligne. À Birzeit, les étudiants ont décidé de faire grève très tôt en disant tant que Gaza ne sera pas libéré, on reprendra pas les cours. Donc il y a eu la grève, il y a eu des discussions, on a repris un peu les cours. Quelques étudiants me disaient mais madame, c'était la période où les manifestations en France étaient interdites et où il y avait un discours quand même, de là où on était, on comprenait pas du tout comment la position de la France. Et donc, il faut savoir que les étudiants, ils apprennent la langue française.
et que moi j'étais la seule française à ce moment-là joignable et accessible et que j'avais un peu des comptes à rendre. Donc, enfin, on est avec vous et ils sont avec vous, ils vous entendent. Enfin, vous n'êtes pas tout seul. Et après, la grève des étudiants a continué à Birzeit. Les écoles privées ont repris assez vite les cours parce que c'était important pour le mental des gamins, en fait, de pas rester à la maison. Il faut savoir qu'en Palestine, la radio, c'est H24, la télé H24 sur les news. C'est quand même dur pour les enfants aussi d'entendre tout ça. Et donc les écoles ont repris, mais pas les écoles publiques. Et surtout tous les gens, toutes les personnes en fait qui se retrouvaient et qui se retrouvent encore enfermés, parce qu'il faut savoir quand même que il y a plein de villages qui sont enfermés par l'armée d'occupation. Ils sont encerclés, ils ont installé depuis le 7 octobre, je sais plus combien de barrières physiques. C'est-à-dire que ma collègue, la chef du département, là, elle est enfermée chez elle, dans son petit village. Elle peut pas sortir. Donc là, elle sort, elle a réussi à sortir. Là, dernièrement, elle a pu accéder à l'université, mais c'est un peu le coup de poker. Elle sort, mais elle sait pas si elle peut rentrer chez elle. Elle se balade en voiture avec une petite valise et des vêtements de rechange au cas où, si elle doit dormir sur Ramallah ou pas. Son frère s'est fait tirer dessus, il a une balle dans le bras parce qu'en fait, il a juste voulu sortir et que il fallait pas qu'il sorte. Et des histoires, il y en a plein des histoires comme ça. Et après, nous, en tant qu'enseignants, on se disait, mais nos étudiants, les pauvres, ils sont jeunes. Et c'était la première fois, c'est la génération aussi, ils ont 18, 19, 20 ans, c'est vraiment la première fois, ils n'ont pas connu la première intifada, ils n'ont pas connu la deuxième intifada, ils se prenaient ça en pleine figure sur les réseaux sociaux. Et c'était hyper violent, et c'est hyper violent pour eux. Et quand il y a eu la trêve humanitaire, espèce de trêve là, pendant 7 jours, il y a eu un accord avec le conseil étudiant de Birzeit. Alors ce qu'il en restait, parce qu'en fait à partir du 7 octobre, ça a été l'hécatombe. Il y a eu je sais pas combien d'étudiants d'arrêtés. Et les Israéliens venaient vraiment dans Ramallah, ils se servaient, c'était open bar et puis ils ramassaient tout le monde. Donc il y avait plus vraiment de conseil étudiant, mais bon, quelques étudiants ont quand même porté la voix des étudiants et avec la présidence et le syndicat des profs, on a fini par dire que fallait retourner étudier et que oui, Gaza c'était un génocide, mais qu'il fallait pas se laisser aller et qu'il fallait retourner bosser parce que l'éducation, c'était aussi la résistance. Donc on a repris les cours en ligne et ça a été extrêmement difficile parce qu'on avait perdu beaucoup d'étudiants parce que moralement, je sais pas si vous imaginez faire cours dans des conditions comme ça. Et le premier cours que j'ai eu, j'avais fait un truc, imaginez, vous êtes journaliste, vous devez expliquer ce que veut dire la trêve humanitaire, cause, conséquence, blablabla, voilà. Et j'ai une étudiante qui m'a dit, mais madame, je vois même pas de quoi vous parlez, là. Je dis, Baïla Hassan, je parle de la trêve humanitaire, là, qui a lieu, là, en ce moment. Elle me dit, mais madame, pour ma santé mentale, en fait, on a enlevé tous les écrans de la maison. Je peux pas. J'étais, ah oui, d'accord. Et en fait, les étudiants, il y en a beaucoup qui sont traumatisés, qui sont dans un traumatisme extrêmement violent, en fait. Et ça, on s'attendait pas à ça. On se disait, bon, ils vont reprendre les cours, on va essayer de parler. Alors, j'ai essayé, je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on parle d'autre chose? Elle dit, bah non, en fait, j'ai pas envie de parler. Et ça a été vraiment compliqué de remettre en place des cours. Ça n'avait pas beaucoup de sens de parler de grammaire et de conjugaison. Ça faisait pas du tout sens, en fait. Donc on a un peu balayé tous nos cours, on a tout revu et on a essayé de voir comment les oppressés avaient réussi à virer les oppresseurs, un peu de positivité, mais c'était extrêmement difficile pour nous, pour les étudiants parce que les nouvelles étaient vraiment affreuses et pas du tout bonnes et qu'il fallait aussi d'un côté garder sa stature d'enseignant et donc en fait l'administration nous disait bah ouais il faut retourner bosser et d'un autre côté on avait les collègues qui avaient pas de nouvelles de leur famille à Gaza, on avait les étudiants qui en avaient ras-le-bol.
On avait les étudiants aussi qui, parce que les fonctionnaires n'avaient pas été payés depuis un moment donné, depuis un certain temps, certains étudiants ont été obligés d'aller travailler, d'aller chercher des petits boulots, donc on les a perdus. Donc il y a eu il y a eu plein d'échecs. Enfin voilà, c'est vraiment une année compliquée. Et puis aussi il y a eu des moments aussi de plus difficiles aussi. J'ai reçu un mail un jour de l'administration me disant que j'avais une de mes étudiantes, Aya, qui était de Gaza et qu'elle était toute seule à Ramallah et que toute sa famille était à Gaza. Et donc qu'il fallait faire attention et qu'il fallait être bienveillant, etc. Et quelques jours plus tard, je reçois un mail de Aya me disant Madame, désolée, je peux pas faire la production écrite, j'ai pas la tête à ça, j'ai pas de nouvelles de mon papa depuis plusieurs jours. En effet, ta production écrite, en fait, on s'en fout un peu là. Et voilà, et c'est extrêmement violent de se dire que voilà, c'est une gamine, elle a 20 ans et elle a pas de nouvelles de son papa et on sait pas où il est, et il est à Gaza et on sait pas, et je sais pas, j'ai pas eu la suite, on sait pas en fait. On n'a pas de nouvelles. C'est aussi la difficulté aussi de rendre audible une parole qui est, enfin, c'était très compliqué. En fait, on avait parfois envie de hurler, de dire non mais en fait ça va pas, on arrête tout. Il y a un collègue qui était au département de sociologie qui me disait en fait on a fait une connerie, on aurait dû tout arrêter, l'université tout, on aurait dû mettre le semestre de côté et se mobiliser et ne pas étudier, rien faire et juste se retrouver et puis préparer une résistance un peu plus. Mais en fait, c'est juste pas possible. On peut pas en fait. On peut pas en fait. On peut pas sortir. On peut pas se regrouper. On peut pas. C'était dangereux en fait. Ça devenait dangereux. Et ensuite, il y a eu aussi la période, donc il y a eu pas mal d'arrestations d'étudiants et pendant la trêve, il y a eu quelques étudiants qui ont été libérés. Et il faut savoir que une ou deux étudiantes, il y avait peut-être un garçon et une fille, ils ont quand même été remis en prison après. Hein. Donc c'est ça aussi, c'est que quand on nous parle que le Hamas respecte pas la gna 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 gna, Israël a quand même remis en prison des prisonniers, des otages qui avaient été aussi libérés pendant la trêve. Et puis aussi, je voudrais quand même aussi parler de l'Institut français de Gaza et nos collègues de Gaza que je connais. Enfin, j'ai jamais, en fait, on s'est jamais vu parce que moi, j'ai jamais eu l'autorisation d'aller à Gaza. Mais voilà, je les connais, l'équipe de Gaza, et régulièrement, on échangeait régulièrement, blablabla, les news, voilà, les gamins, les nanas, tout va bien. Et je voulais aussi vous partager la conversation que j'ai eue. Il me répond malheureusement non. Ils entendent les bombardements à proximité et ont beaucoup de difficultés à trouver le sommeil. C'est dur pour le moral, mais ils tiennent pour le moment. Le 29 octobre. Bonjour, est-ce que tu as des nouvelles? Il me répond, nous venons de reprendre le contact après 36 heures sans communication. Ils sont toujours au même endroit. Le 2 novembre. Bonjour, est-ce que l'équipe va bien? Il me répond, ça va pour le moment, on essaie le maximum pour les faire sortir au plus vite. Le 4 novembre. Est-ce que Zénab et sa famille ont pu sortir? Malheureusement non, pas encore, mais on y travaille. Le 7 novembre. Bonsoir, est-ce que l'équipe de l'IF est sortie? Et le 8 novembre, bonjour, viens apporter des bonnes nouvelles. Certains de l'équipe de Gaza avaient pu sortir avec certains membres de leur famille. Et ça, en fait, ce que j'ai vécu là, à essayer de capter des nouvelles d'amis, de proches, etc., ça, c'est à l'échelle de tout un peuple, en fait, qui cherche des nouvelles. On n'en a pas, les communications étaient coupées, etc. Et donc, ça peut être n'importe qui, c'est nos étudiants, c'est nos collègues, et c'est encore comme ça maintenant en fait. Et ça continue, et donc c'est un traumatisme qui perdure depuis déjà des décennies et qui est extrême là, je sais pas comment on peut qualifier ce qui se passe, mais c'est quand même assez dur et assez, je trouve même pas les adjectifs, je crois, pour qualifier la situation. Mais tout ça pour dire que depuis 2013 jusqu'à maintenant, on voit une évolution vers le bas en fait. J'ai envie de dire rien d'étonnant quoi, rien de nouveau, rien d'étonnant et pas de surprise. Et non, rien n'a commencé le 7 octobre. Et je voulais juste finir avec
un petit message que j'ai eu d'une collègue il y a quelques semaines de Birzeit à ma question « Est-ce que ça va ?» Point de suspension, elle me répond « On est vivant, mais tout est fade et insignifiant. » Et je crois que ça résume bien l'état d'esprit des collègues de Cisjordanie et de Jérusalem qui se retrouvent complètement, je sais pas, complètement vides en fait, et si loin et si proche. Voilà. Donc merci pour votre écoute. Merci.